qui va être la table ronde. Je vais donc appeler, pour me rejoindre sur cette table ronde, qui n'est pas ronde, mais ce n'est pas grave, d'une part, M. Laurent Châtelain, donc, qui est pépiniériste et qui est gérant des pépinières Châtelain, en Île-de-France, en Seine-et-Marne, exactement, que vous voulez. Monsieur Thierry Laverne, qui est là, voilà, qui est paysagiste. Bon, je vais me mettre au milieu, tant qu'à faire. Donc, qui est paysagiste et qui est l'un des initiateurs et qui a été pendant longtemps le président du projet agri-urbain du Triangle Vert, du Repoix, auquel on a fait allusion, que vous visiterez pour certains d'entre vous demain. Pierre Donadieu, qui est donc un collègue professeur émérite des sciences du paysage à l'École nationale supérieure de Versailles, Versailles-Marseille, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Madame Emmanuelle Lullier, qui est architecte associée à Matière d'Espace et qui s'intéresse aussi de près à l'agriculture urbaine. Et enfin, Éric Duchemin, on ne va pas le lâcher de la journée, de toute façon, voilà, que nous avons déjà présenté. Alors, l'objet de cette table ronde, ça va être de faire s'exprimer sur les façons dont cette agriculture urbaine très diversifiée, très multifonctionnelle qu'on a vue, comment elle interroge les professionnels dans divers segments de leur activité. Alors, je dirais à tout seigneur, tout honneur, je pense que je vais d'abord demander à M. Châtelain finalement de répondre un peu à la question comment ce qu'on vient de voir, ça réinterroge un producteur, comment ceux ou ces producteurs peuvent s'organiser pour répondre à ces nouvelles demandes des villes. Et peut-être, je vous demanderai de bien vouloir parler un petit peu du GIE que vous avez créé. Merci. Une dizaine de minutes peut-être. Je vais juste me présenter, donc Laurent Châtelain, je suis pépiniériste mais aussi agriculteur. Alors nous, la famille Châtelain, on est agriculteur depuis 250 ans sur le même village à Roissy, au pied de Paris. Dans les années 70, c'était une petite ferme de 35 hectares avec des vaches jusqu'en 85 laitières, donc on vendait directement aux particuliers. Mon père, dans les années 70, a fait une diversification sur la pépinière. Et jusqu'à hier, c'est 200 hectares d'agriculture céréalière traditionnelle et après 100 hectares de pépinière engagés MPS depuis 2006, Plante Bleue niveau 2 depuis 2 ans et Fleurs de France depuis ce printemps. Voilà. Un peu pour vous présenter grosso modo l'entreprise Châtelain. On est très attentif et attaché à l'agriculture urbaine. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà impacté foncièrement. On perd des terres tous les ans. Rien que au mois de décembre, j'ai perdu 10 hectares. Juste pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de perte agricole, de production de l'entreprise. Donc pour moi, effectivement, j'analyse ça comme deux choses. En fait, je prends toujours un mot chinois. Le changement en chinois, ça s'écrit avec 2 signes, qui est danger et opportunité. Donc je me fie toujours à ça parce qu'effectivement, il y a un danger pour mon entreprise à vivre demain parce qu'on a énormément de projets d'urbanisation autour de l'entreprise. On a estimé à 25 ans, j'ai estimé à 25 ans, on perd 90 hectares. Donc plus de 30% de l'entreprise. Donc ce qui est un vrai danger. Sauf l'opportunité, c'est d'essayer de relocaliser l'entreprise à l'intérieur de ces projets qui phagocytent de la terre, de la très très bonne terre agricole. Voilà. Où aujourd'hui, on me propose de relocaliser sur des décharges. Donc je suis en train de perdre des terres où on n'a jamais mis de plomb ou de déchets. On a travaillé d'une manière très bon père de famille. Et aujourd'hui, on nous propose des terres très polluées. Donc l'agriculture urbaine, pour moi, est vraiment essentielle. Alors on passe d'un milieu, on va dire, que j'ai connu avec mes grands-parents local. On est passé à une ère industrielle, c'est-à-dire avec l'agriculture industrielle, on produit, on est coopérative, donc on vend en masse, et on revient à quelque chose de centré sur la proximité. Donc pour moi, c'est un atout et un besoin de développement là-dessus. Et du coup, est-ce que ces demandes de l'agriculture urbaine, notamment, je pense en plantes ornementales, par exemple de la ville de Paris, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous sentez armé aujourd'hui pour répondre, et tout seul ou pas tout seul? Alors, bonne question. Donc effectivement, il y a en fait, les marchés publics sont arrivés en 2005-2006 où on s'est heurté à pouvoir
pu pouvoir fournir certaines villes puisqu'on était trop petit par rapport à cette demande de ville à cause des marchés publics où il fallait prendre qu'un interlocuteur. Donc ce qui s'est mis à trotter dans ma tête, c'était de se regrouper. Donc j'ai créé un groupement, un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui nous permet de répondre justement aux très gros ensembles et d'avoir un poids, entre guillemets, pas un poids, mais plutôt une relation client-fournisseur égal à égal. Et le GIE s'est constitué en 2011, donc c'est 7 producteurs d'Île-de-France qui a embauché du personnel aujourd'hui et qui nous permet justement de répondre à ces gros ensembles. Et d'autant plus, maintenant, on passe aux métropoles, donc c'est encore plus... et aux communautés de communes qui se regroupent. Donc effectivement, Pépinière Châtelain aujourd'hui ne peut plus fournir ses clients parce qu'ils se sont regroupés, ils sont devenus dans des telles machines qu'il a fallu s'armer et s'équiper pour répondre au marché public. Donc nous avons répondu au marché, pour nous qui était le plus gros, c'était Ville de Paris, donc nous sommes titulaires de la Ville de Paris. Le dernier gros ensemble que nous avons remporté, c'est Bordeaux Métropole. Donc effectivement, on est des interlocuteurs régionaux, mais aussi nationaux. Donc on travaille du nord au sud de la France. Ce qui peut des fois être un peu incohérent sur la logique, mais les marchés publics sont attachés à ça. Et ça rassure aussi le client d'avoir 7 producteurs. Ce n'est pas qu'un seul interlocuteur, c'est 7 producteurs qui apportent leur diversité végétale. Parce que ce que j'explique, c'est qu'une même entreprise de 300 hectares, le GIE c'est un peu moins de 300 hectares, on aurait élagué énormément de variétés. Et grâce au GIE, nous avons gardé tous nos spécialités et en même temps notre diversité, qui nous permet aujourd'hui de répondre. Nous, on est spécialisé sur les fruitiers formés avec des variétés âgées, anciennes, etc., qu'on conserve. Donc, effectivement, avec Ville de Paris, on fournit grâce en étant titulaire, mais sur les fruitiers pour l'agriculture urbaine ou en tous les cas les jardins avec les arbres fruitiers. D'accord, donc effectivement, c'est une initiative très intéressante qui a permis de vous reconnecter plus, notamment avec la ville de Paris. Avant-dernière petite question. On a vu que dans cette agriculture urbaine, il y avait aussi des formes de développement plus liées aux particuliers, aux petites entreprises, avec des contenants, balcons, terrasses, des petites choses. Est-ce que vous allez aussi vers ce marché-là, vers le marché plus des individus, dans le cadre de l'agriculture urbaine ? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, effectivement, on n'a jamais perdu ce lien depuis ancestral, le lien à la proximité. Donc, on a une jardinerie indépendante. Donc, on vend des végétaux, mais aussi de l'alimentation de copains agriculteurs du coin ou mon beau-frère. Par exemple, les pommes de terre, c'est mon beau-frère. Les pommes, c'est un copain qui est pas très loin. Les œufs, c'est un ami qui fait des œufs. Bon, bref, donc effectivement, on vend aussi, maintenant, on a une proximité depuis longtemps avec du particulier, c'est 20% de l'activité Châtelain. Et dans le cadre de la réintégration, de recréer une ferme urbaine, on est en train de travailler ça justement, et de diversifier avec non plus de l'ornement, mais aussi de l'alimentation. C'est produire des fraises, des tomates, etc. etc. C'était ma dernière question, justement. C'était les relations que vous voyez, ou que vos collègues voient, entre l'aspect ornemental et l'aspect alimentaire. Donc, vous avez dit que vous-même, vous produisiez des plants de fruitiers. Donc, les fruitiers, ça se mange. Enfin, pas les fruitiers, mais les fruits. Mais finalement, comment vous voyez cette relation? Bon, Astrédor, au départ, il est plutôt à l'horticulture qu'au maraîchage, mais de fait, on voit des passerelles très importantes. Est-ce que vous le viviez comme ça? Quelles sont vos relations avec le maraîchage, on va dire? Je le vis bien. Tant mieux. Non, alors moi j'ai cette capacité ou cet handicap. Je suis agriculteur céréalier, donc je fais du blé, betterave, maïs. Donc vraiment une production ultra intensive et très cloisonnée. On est sur de la high-tech, mais en même temps très grégaire. Donc c'est vraiment un instinct de conservation est compliqué. Donc mes collègues agriculteurs ne sont pas du tout ouverts à ça, parce que ça remet en changement énormément notre politique d'investissement. Quand on investit dans du matériel, c'est pour 20, 30 ans. On ne peut pas se réorganiser d'une manière assez rapide. Et on a un deuxième point sur ce coin du territoire. On perd des terres, donc on rechange de parcelles et on ne peut pas, par exemple, partir sur du bio,
puisque le bio, c'est au bout de 3 ans, vous avez ce certificat-là sur des parcelles, et si vous êtes exproprié, vous pouvez récupérer des terres, et donc vous ne pouvez pas avoir une démarche durable. Quand en fait le périurbain, la problématique, surtout, c'est le durable pour l'agriculteur ou l'horticulteur ou le maraîcher installé, c'est d'être sur ce coin. Donc il y avait une image avec à Romainville, où il avait une serre qui pouvait bouger. Effectivement, ça c'est une capacité que l'agriculteur ne peut pas. Ou peut, mais pas engagé avec des labels. Donc on le vit. Donc voilà, là j'ai ce paradoxe-là, c'est qu'en tant qu'agriculteur, je suis un peu un ultra sédentaire et un ultra conservateur. Mais avec cette capacité de la pépinière et de la diversité, j'ai cette capacité de m'adapter. Donc pour moi, Astre d'Or est effectivement une passerelle importante et évidente de transformation. Nous, Châtelain, la famille Châtelain a fait que de se transformer. On est passé d'éleveurs de vaches, on avait des vaches laitières, à de la pépinière, à de la jardinerie. Ma mère est fleuriste. On a un service espace vert. Bon bref, on est assez très large dans la filière. Dans l'interprofession, je dis toujours, moi je cotise à 3, même 4. Donc voilà, je suis un fond interprofession parce qu'effectivement, il faut vraiment travailler transversalement. Et vis-à-vis des fruits et légumes, on vend énormément, nous, à la jardinerie, des fruits et légumes. Et c'est vrai qu'il y a une tendance forte là-dessus, et notamment sur le bio. On retrouve énormément. D'accord. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de vous faire réintervenir au cours de la table ronde. Je vais peut-être m'adresser maintenant à Monsieur Thierry Laverne. Donc, en rappelant donc que vous êtes paysagiste, comment finalement tout ce qu'on a vu là aussi, comme forme nouvelle d'agriculture urbaine, comment ça interroge le paysagiste? Et je vais m'adresser à la fois aux paysagistes et à l'ancien président du Triangle Vert. Vraiment, comment ça vous interroge dans les deux volets de votre activité? Cette question de l'agriculture urbaine est en fait une belle occasion, effectivement, pour réinterroger assez profondément nos manières de faire, nos manières d'être même. Donc, c'est pas pour donner tout mon pédigré, mais donc effectivement, moi, je dirige une agence de paysage donc d'une douzaine de personnes qui font des projets aussi bien urbains que des projets de territoire ou d'aménagement d'espaces publics, où la question agricole, et on y reviendra effectivement, est au cœur de nos réflexions et de nos projets de territoire. Je suis aussi enseignant à l'école du paysage, ou paysagiste conseil du Var, et ancien élu local pendant 3 mandats. Alors, c'est juste pour dire que, de mon point de vue, les enjeux de paysage ne sont pas dans la réponse a posteriori, mais bien dans la redéfinition des questions de société. Et que finalement, au début de ma carrière, ça fait maintenant une trentaine d'années, paysagiste frustré, je ne me satisfaisais pas des questions qu'on me posait parce que j'ai l'impression que les réponses que je produisais n'étaient pas à la hauteur de ce que je pensais être finalement mon engagement et mon projet. Et donc, naturellement, quand les questions sont mal posées, il faut effectivement s'engager dans la redéfinition des questions et des questions de société notamment, donc en tant qu'élu local en particulier. Donc il faut effectivement, pour ne pas satisfaire de répondre de manière complaisante à des mauvaises questions, même en mettant notre talent parfois au service de mauvaises causes, il faut bien redéfinir ces questions pour qu'ensuite, effectivement, ce paysage qu'on produit soit le reflet d'un projet de société qui nous va bien, quoi. Donc, voilà. Donc c'est comme ça que les choses s'installent. On est aujourd'hui, avec ces questions de nature en ville, d'agriculture urbaine, à une nouvelle étape de ces enjeux de paysage, de nature et d'agriculture, où ces valeurs ne sont plus des variables d'ajustement ou des valeurs d'accompagnement du projet qui définissent un cadre de vie, mais bien effectivement dans une idée que la nature rapporte plus qu'elle ne coûte à la ville, dans la redéfinition d'un mode de vie. Donc ce passage du cadre de vie au mode de vie est pour nous tous professionnels de ces filières un enjeu important. C'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement en train de faire passer la pilule, mais bien effectivement de redéfinir la manière dont, au travers de nos projets, et tous les exemples montrés par Eric ou par Guillaume étaient tout à fait intéressants, comment cette question de la nature en ville rejoint les questions de paysage, mais indirectement, mais surtout par l'engagement de chacun, l'engagement de citoyens, et ça nous réinterroge soit professionnellement dans nos manières de faire, mais aussi individuellement dans nos manières de vivre. Et cette question du paysage qui rejoint des enjeux de nature, d'agriculture, et donc un projet de société, et pour nous une occasion unique, effectivement, de nous repositionner et de redéfinir nos métiers. Quand on est finalement responsable d'une entreprise de paysage, est-ce que ces nouvelles demandes, ça se traduit effectivement par des nouveaux marchés? Est-ce que ça se traduit par des demandes de nouveaux services?
Et est-ce que vous vous sentez, en fait, vous, mais au-delà de vous-même, de manière générale, les entreprises de paysage, est-ce que vous vous sentez armés pour y répondre? Alors d'abord, on est agence de paysagiste, donc on est donc urbaniste paysagiste, on n'est pas entreprise. Et donc on est justement à ce moment où les projets se présentant à nous, avant d'être transformés en mise en œuvre, se posent la question du sens qu'on veut leur donner et donc forcément effectivement de la redéfinition de tous nos projets, que ce soit des projets urbains comme le trapèze Renault à Boulogne-Billancourt, un projet d'écoquartier extrêmement dense, mais où la nature est extrêmement présente, ou d'autres écoquartiers, les Docks de Ris ou les jardins d'Intercampus à Amiens, comme dans les projets de territoire, comme nous menons sur une vision sur Amiens 2030, la métropole buissonnière, ou le parc nord de la métropole européenne lilloise. On est véritablement au moment où on contribue à la réinvention des questions qu'on nous pose. C'est-à-dire que quand effectivement, on est dans un moment où les enjeux de nature en ville coïncident avec des enjeux de paysage, on a cette responsabilité ou non de s'en saisir pour réinventer effectivement un nouveau mode de ville. Alors, il y a toujours des gens des mécontents qui considéreraient que la question du développement durable serait des tartes à la crème ou des fraises ou des cerises sur un gâteau. Moi, je considère qu'on a toutes les opportunités à saisir pour effectivement réinventer notre manière de faire le projet. Aujourd'hui, alors, par rapport à la question qui se posait dans toutes les présentations qu'on a eues, la question du changement d'échelle est importante. C'est-à-dire que quand on parle de la question de l'agriculture urbaine, se pose la question de la ville dont on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on parle de la ville excroissante qui a toujours effectivement opposé son excroissance à l'idée que l'agriculture française était une sorte de désert qu'on n'avait plus besoin d'habiter, mais qui était juste un lieu de production, une espèce de clivage assez récent des 50 dernières années, mais qui a produit l'étalement urbain et aussi le désert français d'une certaine manière. Est-ce qu'on parle de cette ville-là ou est-ce qu'on parle effectivement d'un nouveau mode de ville ou considérant que finalement la ville répartie dans le territoire est une grande ville, ça réinterroge la question de l'agriculture comme étant au cœur de la ville et donc étant elle-même urbaine, cette agriculture qui était périurbaine et qui devient urbaine. Donc la question est de savoir si effectivement on doit véritablement imaginer que la ville peut trouver à l'intérieur de son propre territoire les réponses à ses propres questions, comme si elle pouvait s'exonérer du territoire agricole qui est autour, ou si au contraire la ville, même si effectivement les démarches de sensibilisation qui étaient évoquées tout à l'heure sont tout à fait importantes pour que le citoyen reprenne conscience de sa responsabilité alimentaire, mais si finalement la ville, si la campagne n'a pas besoin de la ville, s'il y a un moment effectivement, de la même manière que la campagne continuera à nourrir la ville, c'est bien l'énergie et les moyens de la ville qui vont ou non sauver cette campagne. Et donc l'idée qu'on pourrait inventer une ville verticale qui réglerait sur son propre site les réponses aux questions qu'elle se pose, et de mon point de vue, une sorte de contresens sociétal, parce que je crois véritablement que la ville a besoin de sa campagne, et que la campagne, pour résister, aura besoin de sa ville. Et donc c'est finalement au travers d'un nouvel accord où ville et campagne fassent bon ménage et commerce équitable qu'on doit trouver effectivement la suite de notre projet, et pas dans l'idée que les uns trouveraient une réponse adaptée à la ville et les autres continueraient à produire quelque chose qui ne concernerait pas les économies locales et les hommes qui vivent dans les territoires. Une dernière petite question, je poserai à peu près la même tout à l'heure à Pierre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la formation des jeunes paysagistes prend en compte ces nouvelles demandes? Est-ce que finalement, vous avez, vous, des demandes de formation particulières qui seraient adressées, on va dire, aux instituts de formation, aux écoles, aux grandes écoles, etc. Oui, je pense petit à petit les choses évoluent. Moi, je suis issu de la filière agricole, j'ai fait un bac agricole, ensuite j'ai fait un BTS horticole et ensuite j'ai fait l'école de Versailles. Donc du coup, j'ai pu un peu tout. Profiter de l'ensemble de la filière. Et j'ai été, à l'époque, c'était encore une fois il y a 30 ans, donc les choses ont beaucoup évolué depuis, très déconvenu en tant que Parisien de la manière dont on me laissait croire qu'était mon métier d'agriculteur si j'avais continué la filière agricole, ou quel serait mon métier d'horticulteur si j'ai rentré dans la filière horticole, qui était qu'une question de dosage d'intrants et ensuite de sortants, qui était une valeur économique. Mais l'idée qu'à un moment on contribuait à un projet environnemental, sociétal, n'était pas du tout dans les formations à l'époque. Les choses ont bien changé, en tout cas pour ce qui est des paysagistes maintenant. On est véritablement à l'école de Versailles, mais dans les autres écoles nationales, effectivement, sur cette idée que
le paysage n'est pas une fin en soi, n'est pas une réponse a posteriori, mais bien effectivement une réinvention d'un accord entre un projet de développement et la préservation, plutôt même la valorisation des ressources d'un territoire. Et que tant qu'on n'arrivera pas à se convaincre et à convaincre que aménagement, développement et promotion de la nature ne sont pas à la fois compatibles et surtout indispensablement solidaires, on n'arrivera pas effectivement à réinventer le monde de demain. Donc on évolue vraiment en ce moment sur ces données-là pour en finir avec ce clivage nature d'un côté ou agriculture, nature d'un côté et la ville de l'autre, avec l'idée qu'il faudrait emmerder les uns ou préserver la nature et puis laisser la ville tranquille à faire son projet comme d'habitude. On est véritablement sur cette idée que la ville grandissant et occupant la plupart de nos territoires maintenant doit trouver les conditions de son installation pour qu'effectivement sa présence dans les territoires ne soit pas une dégradation, mais au contraire une valorisation de ces territoires. Et donc les étudiants, ils sont formés, en tout cas on s'y efforce. Merci beaucoup. Bon, on reviendra aussi vers vous. Alors je vais peut-être en fait passer avant Pierre. Excuse-moi, voilà. Je vais passer la parole à Madame Lhuillier en tant qu'architecte, en lui posant aussi un peu la même question. Tout à l'heure, Éric a eu une très jolie phrase en disant que l'agriculture urbaine, ça devait aussi réinterroger la façon dont on construit les maisons. Alors, au-delà des maisons, peut-être, Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment vous sentez en tant qu'architecte interrogé, comment votre pratique peut changer par ces demandes nouvelles, par ces formes d'agriculture urbaine et puis éventuellement, parlez-nous aussi de votre propre expérience en cours, peut-être sur Châtenay. Très bien. Oui, en effet, là, je me positionne du coup plus du côté, on va dire, de la prescription, conception-prescription, et aussi accompagnement, assistance à maîtrise d'ouvrage sur des maîtrises d'ouvrage aussi bien publiques que privées. Je crois que pour le métier de l'architecte, la question du retour du végétal dans la ville pose quand même une question essentielle qui est une question centrale sur l'habiter, sur la démarche d'habiter, sur un droit d'habiter au même titre que le droit à l'accès aux soins, à la santé, à la culture, à l'éducation. Et jusque maintenant, on avait des politiques de logement. On n'avait pas des politiques de l'habiter. Et ça, c'est peut-être une dimension qui rejoint nos professions de paysagistes, architectes, urbanistes et toute la filière autour du végétal, c'est que le rôle du végétal, le retour du végétal dans la ville, au-delà du questionnement nourricier ou pas, est vraiment central parce qu'elle rejoint finalement directement l'ensemble des politiques publiques sur des enjeux de cohésion sociale. Donc ça, à notre niveau, à nous, au niveau concepteur, prescripteur, c'est quand même une dimension qui me paraît importante de lever, qui est finalement en effet sur des enjeux sociaux, économiques et puis urbains. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Ça rejoint d'ailleurs un peu la notion de justice sociale qu'Éric défendait tout à l'heure, et elle me semble assez importante au niveau, en tout cas, du volet prescription. Je pense que par rapport à l'échelle projet, puisque c'est peut-être celle qui peut en effet intéresser, au niveau de l'échelle bâtiment, on a développé des formules d'exercice de la profession, conception, réalisation, exploitation. Nous, ce qui nous paraît intéressant, si on ne veut pas s'entendre dire... les architectes, ils dessinent des choses impossibles et derrière, ça ne marche pas. C'est aussi que ce bâtiment végétal, cette conception du végétal dans l'architecture, elle doit fonctionner, elle doit marcher. Et pour qu'elle marche, il faut qu'elle ait du sens. Donc, on n'est en effet pas dans des cinquièmes façades ou des murs verts dans 15 cm de substrat. On est sur des vraies logiques de sens qui vont dans le sens de l'architecture bioclimatique, de conception raisonnée au niveau du confort intérieur, en termes de thermique, en termes d'exposition, de cadastre solaire, etc. Et donc, ce questionnement sur le sens du végétal dans le bâtiment, il rejoint, Guillaume Morel montrait tout à l'heure des images de Luc Squeaton, qui est l'inventeur de l'archiborescence. Alors, de manière un peu utopique peut-être, mais aujourd'hui, pour nous, c'est peut-être aussi un défi de voir quel est le sens concret, technique, opérationnel de cette archiborescence au service d'une conception bioclimatique. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette
tendance à la réflexion sur la conception architecturale, elle intervient en même temps qu'on est questionné sur les bâtiments intelligents, sur les smart grids, smart cities. Donc il y a un volet hyper high-tech, hyper technologique, hyper virtuel. Et en face de ça, on a aussi ce questionnement sur la nature. Et ce qui me semble intéressant à souligner, c'est que finalement, on quitte la nature dans nos parcours de vie, mais finalement, elle ne nous quitte jamais. Et là, on voit que l'urbain se fait énormément rattraper par ce besoin de nature. Alors après, à l'échelle plus grande, qui est à l'échelle urbaine, on accompagne aussi des collectivités locales, notamment en particulier une mission auprès de la ville de Châtenay-Malabry, dans le sud des Hauts-de-Seine, qui s'est clairement positionnée sur une identité de ville-parc. Aujourd'hui, une commune de 35 000 habitants, 40 000 habitants sur les enjeux métropolitains que l'on connaît. Qu'est-ce que c'est que vivre dans l'espace métropolitain? Et ce positionnement de ville-parc qui a été adopté par la municipalité, c'est une stratégie de territoire sur 15, 20, 30 ans. C'est une stratégie de cohésion sociale, de mixité sociale, mais c'est aussi une stratégie économique en circuit court qui re-questionne un certain nombre de positionnements autour de la santé, de la qualité de la nourriture, du développement économique. Et voilà, donc c'est assez intéressant de souligner aussi ces positionnements-là, parce que je crois que pour le coup, on est vraiment sur des logiques de filière. Quand je citais tout à l'heure le volet conception, réalisation, exploitation, pour nous, il est important. Un paysagiste ou la filière horticole, par exemple, peut être intégré avec nous en amont de la conception des projets, parce qu'on n'a pas la technicité, on n'a pas la compétence, on a besoin d'avoir cet apport technique. Mais quand ensuite, nous, on livre le bâtiment et qu'on a abandonné notre année, enfin, que notre année de parfait achèvement est finie, etc., enfin, voilà, que notre mission classique de maîtrise d'œuvre est achevée, il y a besoin derrière d'un suivi, d'un accompagnement, de continuer à développer le projet architectural et urbain qui aura intégré le végétal dans une conception socio-économique et architecturale du bâti et de l'urbain. Voilà, donc je pense que globalement, c'est un peu ce qui me semblait intéressant de dire, et de souligner voilà, ces stratégies territoriales comme celle de Châtenay-Malabry qui me semble intéressante, parce que quand on commence à se positionner sur cette notion de ville-parc, on n'est pas dans la ville-musée, on n'est pas dans le parc-musée, on rejoint peut-être en effet les identités de cité-jardin qui ont pu être développées dans les années 30, où le végétal avait un sens social aussi. Et pour le coup, c'est des ouvertures à énormément ce sont des leviers d'opportunités réels, aussi bien sur toutes les recherches qu'on citait, sur les contenants, sur les substrats, sur les semis, et ensuite derrière toutes les exploitations qui peuvent être faites, jusqu'à pourquoi pas des ouvertures comme Luc Squitten l'a déjà entamé sur les notions de biomimétisme. Voilà. Peut-être une dernière petite question, un petit peu parallèle à celle que j'ai posée à Thierry. C'est-à-dire finalement, est-ce que dans le domaine de l'architecture, les formations qui sont aujourd'hui dispensées à vos jeunes collègues sont adaptées à ces nouveaux enjeux? Est-ce que vous les ressentez comme ça? Est-ce qu'ils s'intéressent déjà, eux, à ces nouveaux enjeux? Alors oui, c'est bien en effet d'en parler, parce que j'avais un peu oublié ce volet-là. On re-questionne en effet de plus en plus les cultures constructives. De plus en plus, c'est quelque chose qui avait un peu disparu des bancs universitaires, qu'on est à part dans des chaires très spécialisées. Donc là, aujourd'hui, il y a des modules complets qui reviennent sur la notion de culture constructive. C'est vrai qu'on était passé d'une architecture vernaculaire après une sorte d'industrialisation des procédés constructifs qui a lissé le paysage urbain, malgré certains effets de mode. Et le retour du végétal dans la ville repose cette question de la culture constructive. Et de manière plus large, de l'élément naturel, on voit, il y a aussi de plus en plus de sensibilité sur les sols, sur l'utilisation des sols dans l'architecture. Les travaux autour de matériaux terres reviennent de plus en plus aussi à l'ordre du jour. Donc c'est quelque chose d'assez global finalement sur ce questionnement. Donc
au niveau de la prescription, je pense que les choses évoluent. Aujourd'hui, où on a un vide, on va dire, sur les maillons manquants, c'est sur les techniciens opérationnels. C'est-à-dire que quand on a les prescripteurs qui ont compris les enjeux, qui savent s'associer à la filière horticole et maraîchère pour penser correctement les projets, on sait les concevoir, on sait les mettre en place, mais après, il faut les porter. Et l'enjeu est aussi de sortir, enfin de développer la strate intermédiaire entre l'industriel de l'agroalimentaire, le jardin partagé, le jardin familial et d'insertion, et puis une vraie strate économique intermédiaire. Merci. Donc on va peut-être passer à Pierre Donadieu, donc en tant qu'enseignant à l'école du paysage de Versailles-Marseille. Finalement, comment tu vois toi aussi le positionnement de l'enseignant et de l'enseignement sur la prise en compte de ces nouvelles formes d'agriculture, d'horticulture en ville, de vivant et de nature dans la ville? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des modifications, des inflexions de l'enseignement, notamment à l'EIVP, à l'ENSP et finalement, est-ce que tu vois aussi la possibilité et la réalité de nouveaux métiers pour les étudiants que tu contribues à former? Oui. Avant de répondre à cette question, je vais reprendre, le thème général, parce qu'il me semble que tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, moi, m'inspire deux réflexions. La première, que c'est tout ce qui a été montré, c'est à la fois nouveau, innovant, et c'est à la fois pas nouveau du tout. Ça veut dire qu'en fait, quand le contexte de la construction de la ville change, la ville elle-même change, ses acteurs changent, les politiques publiques changent. Parce que tout simplement, la nature, elle est dans la ville moderne, enfin dans la ville depuis le 19e siècle, elle a été introduite à partir du moment où la ville a quitté les remparts. Donc la nature y est, ça a été inventé pratiquement au milieu du 19e siècle, à la fois du côté européen et du côté américain et dans les villes coloniales. Donc on a eu cette nature, elle a pris la forme du contexte politique et sociétal de chaque époque. Et aujourd'hui, la nature n'a pas quitté la ville, et les services des espaces verts en témoignent, avec des extensions de la ville. Mais ce qui a changé, et puis une autre chose qui n'a pas changé, même le contexte social qu'aujourd'hui on a vu développer, les jardins ouvriers de l'abbé Lemire, c'était une façon de répondre à des questions sociales et politiques. Donc aujourd'hui, on a un autre contexte. Et c'est ça qui est important, un autre contexte politique, le contexte de la concentration urbaine, le contexte de la métropolisation et le contexte, je dirais, très urgent des grandes transitions urbaines, à la fois climatiques, énergétiques et concernant la biodiversité. Donc, tout ce contexte fait que l'on remobilise finalement du savoir, le savoir high-tech. Il est disponible depuis 50 ans, 40 à 50 ans, bien sûr avec de nouveaux apports à chaque fois. Et l'idée finalement de cette nature nourricière dans la ville, elle est effectivement un outil politique. Donc je crois qu'il faut bien regarder l'ensemble de tout ce qui a été dit comme une réactualisation, alors avec des éléments nouveaux. Et ce qui est, à mon avis, nouveau, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a affaire à une construction nouvelle que, dans mes travaux, moi j'appelle les communs agri-urbains. Et les communs agri-urbains partent en fait d'une réaction sociétale à la mauvaise manière, ou la manière discutable de construire la ville par le politique, eux aussi par les techniciens qui ont été associés. Et cette réaction sociétale, elle est tout à fait typique, je dirais, dans ces manières spontanées d'auto-organisation. Les communs, c'est tout simplement ce qui se construit en commun. Et ça prend toutes les formes, toutes les organisations possibles dans la ville.
Cela veut dire que ce qui est dénoncé politiquement, c'est effectivement une façon de construire la ville, de construire l'espace public. Et en fait, on n'a pas cité, on a cité, Éric l'a cité, les guérillas urbaines. Mais les guérillas urbaines, ça nous renvoie à une période bien précise de la remise en cause de la ville, qui sont les années 70. Quand l'artiste à New York, Liz Christie, convoque en quelque sorte tous les exilés, tous les marginalisés de la ville et de la vie pour reconquérir les trottoirs, en fait, là, on a un acte fondateur, finalement, de ce qu'aujourd'hui, on voit dans les jardins partagés, dans bien d'autres initiatives. Et c'est ce que le sociologue Henri Lefebvre, justement, dénonçait en demandant, finalement, que la ville soit, comme vous disiez, pas simplement l'espace du logement, de l'abri, et puis d'une nourriture élémentaire, mais l'espace du bien habité. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait important. Et ce à quoi on assiste, je dirais, c'est aujourd'hui à un intérêt des entreprises pour ce domaine, avec quand même, vous l'avez bien senti, une rupture entre l'initiative de la démocratie des communs et puis la mise en place de nouvelles entreprises ou de nouvelles pratiques avec l'architecture ou avec l'urbanisme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce lien aujourd'hui qui est fait, et ça, ce qui a été montré tout à fait remarquable, c'est ce lien qui est fait entre une initiative sociétale critique vis-à-vis de la ville et finalement la nécessité de se poser la question aujourd'hui de la mise en politique de l'ensemble de ces initiatives, à la fois privées, associatives. Et je terminerai sur ce point, je vais terminer, c'est qu'aujourd'hui, on a, à mon avis, une nécessité qui est très variable selon les pays, selon le contexte, c'est très, très, très libéral, néolibéral, ou qu'il est plus dirigiste, vers effectivement une formalisation de la mise en politique publique. Qu'est-ce que l'on cherche finalement et comment effectivement les gouvernements vont légiférer pour accompagner ce mouvement? Car il y a aussi un problème, je dirais, l'agriculture française a évolué très rapidement, tout simplement par le contrat social entre l'État et les acteurs professionnels. Dans le domaine qui nous intéresse, ce contrat social n'est pas établi. Il faut effectivement en jeter les bases, et donc avec tout ce qui a été évoqué, mais je dirais j'insiste, la mise en politique publique de ce domaine de la construction nouvelle de la ville, avec l'initiative habitante, avec l'initiative des entrepreneurs, avec la synergie des deux, est à mon avis un point fondamental. Alors maintenant, je réponds à ta question. Alors, le problème que posent les formations, c'est ce que j'appelle, moi, un problème d'angle mort. Les formations, suivant finalement les découpages scientifiques, disciplinaires, ont découpé tout ce champ que l'on va aborder en tout petits morceaux, indépendants les uns des autres. D'un côté, on forme les architectes, de l'autre côté, on forme les urbanistes, de l'autre, troisième côté, on va former les agronomes, et puis on va former les paysagistes d'un autre côté, tout ceci avec un manque flagrant d'interconnexion. Alors, personnellement, l'ayant éprouvé directement, lorsqu'aujourd'hui on pose des questions, et ça a été très bien évoqué par Thierry Laverne, lorsque des questions sont posées, alors est-ce que ce sont des questions posées politiquement? Est-ce que ce sont des questions posées par, je dirais, les habitants, les associations, les initiatives locales, ou est-ce que ce sont d'autres questions? À chaque fois, une profession, des compétences se saisissent du problème, mais n'ont pas du tout été habitués dans les formations à travailler ensemble. Alors, comme ils ne savent pas travailler ensemble, ils manipulent des mots, des langages qui ne se mêlent pas, qui ne s'hybrident pas, où il n'y a pas d'appropriation. Car ce terme d'appropriation que j'évoquais à propos de l'auto-organisation des communs, c'est un point tout à fait capital. Il faut qu'il y ait du commun langagier, du commun verbal, écrit, etc., pour que l'on puisse effectivement
aller vers une éthique de la construction de la ville, avec les habitants, avec l'alimentation, avec tout ce qui peut être de l'ordre du lien social. Et le lien social, ce n'est pas quelque chose qui va s'établir de manière performative. Il ne suffit pas de le dire pour que ça existe. Ce sont d'abord des pratiques. Alors tout ça pour dire que dans nos formations en France, au niveau technique, comme au niveau de l'ingénierie, comme au niveau des concepteurs, cet angle mort n'a pas du tout été réduit, tout simplement parce que les ministères qui ont la tutelle de ces enseignements sont différents. Il y a le ministère de la Culture d'un côté, le ministère de l'Agriculture de l'autre, et l'université du troisième. Il n'y a pas de programme commun dans ce domaine, et c'est sur le terrain que finalement l'apprentissage de l'interdisciplinarité et du langage commun se fait plus ou moins bien. Je prends un seul exemple, l'impossibilité extrêmement fréquente dans le monde de l'architecture d'utiliser les mots de l'agronomie ou de l'écologie et réciproquement. Tant qu'on n'aura pas cette hybridation finalement des langages, donc l'hybridation des compétences, la communication entre les entreprises, au niveau des entreprises, avec les commanditaires, sera, à mon avis, extrêmement difficile. Donc à ce niveau-là, il y a réellement des progrès à faire, mais qui tiennent là aussi à la mise en politique de cette question. Et quand on a 3 ministères différents, la mise en politique commune, je vous assure, ce n'est pas facile. Est-ce que tu vois quand même émerger de nouveaux métiers aujourd'hui autour de ces formes d'agriculture urbaine? Alors, très nettement, oui. La réponse est oui. Et en même temps, bon, elle est quand même, ma réponse, elle peut être nuancée. Est-ce que l'agriculteur urbain existe? Bon. Administrativement, non. Comment? Administrativement, aujourd'hui en France, non. Voilà. Donc, alors, faut-il chercher à un statut d'agriculteur urbain? Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des pratiques, ça a suffisamment été montré, où la production végétale, voire animale, est sollicitée et où il y a effectivement une appartenance de l'agriculteur, du producteur au monde urbain. Il suffit simplement d'aller dans des métropoles où les agriculteurs sont restés et finalement habitent dans la ville, ont leur exploitation pas très loin, et quand on leur demande « vous vous sentez rural ou urbain ?» Ils disent « on se sent les deux ». Et souvent même, des maraîchers qui sont vraiment urbains, ou des pépiniéristes, etc., vont dire nous, on est de la ville, notre marché est en ville, donc tout se passe en ville. Donc la différenciation, le statut de l'agriculteur urbain mérite effectivement d'être, je dirais, un peu modifié pour que ce statut de pratique économique d'entreprise dans la ville soit effectivement reconnu et ne soit pas gêné par un certain nombre de contraintes administratives. Ça, c'est du côté, disons, des agriculteurs, des producteurs de toute nature, horticulteurs, etc. Et puis, il y a les métiers, je dirais, liés aux entreprises, enfin aux services qui vont émerger. Alors, à ce niveau-là, il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est que tous les services, donc de type approvisionnement, de type services sociaux et services culturels, et surtout de type régulation environnementale, n'ont pas été évoqués. On est resté un peu dans la production. Or, là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu dont il faut se saisir par rapport à des visions, je dirais, un peu plus mondiales. Par exemple, tout ce qui a été dit à partir du discours de l'ONU sur le Millennium Ecosystem Assessment, qui est effectivement l'évocation des services écosystémiques qui doivent être rendus par les écosystèmes urbains et périurbains, ruraux aussi, à la ville. C'est-à-dire que si on veut que les services de régulation environnementale, pensez à l'îlot de chaleur, pensez aux inondations, pensez à beaucoup de choses qui sont déjà connues, il faut que les métiers qui maîtrisent ces services soient beaucoup plus visibles et se saisissent de l'ensemble des services écosystémiques, depuis l'approvisionnement, depuis le bon fonctionnement des écosystèmes, pour que les services d'approvisionnement, de toute nature, alimentaire, non alimentaire,
la régulation environnementale dont on va avoir absolument besoin dans les années à venir, et tous ces services sociaux dont on a parlé, et services culturels, aussi bien esthétiques que spirituels, etc., soient pris en compte par des professionnels qui ont une formation dans ce domaine. Or, pour l'instant, c'est largement pas assuré. Bon, donc voilà un beau chantier à développer pour les années qui viennent. Juste pour aller dans ton sens, on peut signaler que certaines collectivités territoriales, notamment en Amérique du Nord, en sont déjà à rémunérer certains de ces systèmes, de ces services écosystémiques. Je pense en particulier au service de rétention d'eau, hein, qui est rémunéré notamment sur l'exemple de la Brooklyn Grange ou d'autres fermes urbaines à New York par la ville de New York. Alors forcément, quand on aborde ce genre de sujet avec les collectivités territoriales françaises, on sent comme un grand silence. On va peut-être pas se lancer là-dedans tout de suite, disent-ils. Bon. Et ceci dit, on peut les comprendre. Les niveaux de risque ne sont pas forcément les mêmes. Et de fait, on a peu pour l'instant, et ça c'est une des questions qui interroge la recherche, on a peu pour l'instant d'éléments vraiment quantifiables et quantifiés à leur apporter. Parce que les communs, ce que j'appelle les communs, donc agricoles, mais aussi forestiers, font partie, je dirais un peu partout aujourd'hui, de la construction de ce qu'on appelle les réseaux écologiques, c'est-à-dire les espaces qui, dans la ville, vont être associés à des projets territoriaux et dans lesquels, effectivement, la localisation d'un certain nombre d'entreprises peut être préférentielle. Il peut être aussi intéressant d'avoir un vrai sol, je dirais, à cultiver que d'avoir à faire des cultures hydroponiques. Donc, ce qui manque également, je dirais, dans l'ensemble de ce qu'on a discuté, enfin, ce qui manque, je ne dis pas que ça ne manque vraiment, mais c'est vraiment la question des projets territoriaux qui vont indiquer finalement de quel espace ont besoin tous ces services écosystémiques, et en particulier dont ils ont besoin pour s'implanter et puis pour fonctionner réellement vis-à-vis de ce qui est demandé en matière de régulation environnementale ou de services sociaux. Donc, au niveau finalement de la mise en politique de toutes ces pratiques, il y a une relation directe avec les documents d'urbanisme, avec les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme. Et là encore, la formation est relativement déficiente dans ces domaines, aussi bien du côté des agronomes, qui finalement ne sont pas concernés par la ville, que du côté des architectes, qui ne sont pas concernés par l'agricole et le rural. Éric, peut-être je vais te demander d'apporter un peu ta contribution aussi à ce débat. Notamment, je dirais, est-ce que tu as le sentiment, bon, toi qui as une expérience qui est extérieure à la France, est-ce que tu as le sentiment que les villes sont en train de prendre les bonnes mesures pour permettre le développement, pour accompagner le développement de ces formes d'agriculture urbaine? Ça d'une part, et puis d'autre part, tu es aussi enseignant. Un peu même question que précédemment, c'est-à-dire est-ce que tu vois évoluer les formes d'enseignement pour mieux prendre en compte ces nouveaux besoins, ces nouvelles demandes? Est-ce que tu vois aussi de nouveaux métiers apparaître? Donc, pour la première question, c'est grosso modo, en fin de compte, je pense qu'il faut se poser la question, quelle est la pertinence de l'agriculture urbaine en ville? Hein, c'était la grande question. Et tantôt, il y avait les questions sur les fermes périurbaines et est-ce que la pertinence de l'agriculture urbaine, et là, je parle des fermes urbaines, c'est de nourrir la population. Logiquement, en ville, non. Parce que les fermes périurbaines le font très bien, ce n'est pas la pertinence première. Et ça n'a pas été mentionné directement, mais un peu abordé avec la question des services écosystémiques. C'est, en fin de compte, la pertinence de l'agriculture urbaine et pourquoi l'agriculture urbaine est si importante, et surtout les fermes urbaines à grande échelle, c'est qu'elles rentrent dans un métabolisme urbain. Il faut comprendre que les villes, c'est comme un grand organisme qui prend des ressources partout à l'extérieur de son propre organisme, donc qui se nourrit bien entendu, des légumes et autres aliments qui s'est produit en périphérie, l'énergie, l'eau, tout provient de l'extérieur. On rentre ça dans l'organisme et on recrache le tout quelque part aussi à l'extérieur de nous. On va soit l'incinérer, donc toute la pollution va retomber, on va enfouir à l'extérieur de la ville. Et de là arrive la pertinence de l'agriculture urbaine parce que l'agriculture, à grande échelle, peut réutiliser, par exemple, les matières organiques, les valoriser. Je ne sais pas si c'est fait en France, mais au Québec, on a essayé de valoriser ces matières organiques-là urbaines
en monde agricole, donc dans le monde rural, ça a été un échec total. Les fermiers n'en voulaient pas. Pour différentes raisons qu'on peut comprendre, parce que déchets urbains, bien entendu, ça a été mélangé. Il peut y avoir des petits morceaux de plastique à l'intérieur. C'est pas très beau dans un champ en campagne. Il va y avoir de la vitre. Donc, quand tu travailles avec du compost sur 100 hectares, bien entendu, tu le fais rapidement, donc il y a danger de blessure. En agriculture urbaine, petite superficie, on peut plus facilement trier ce genre d'éléments-là. Et la même chose pour l'eau. Hein. Je pense qu'on peut facilement aider la gestion de l'eau en monde urbain grâce à ces fermes-là. Donc, c'est toute cette pertinence-là. Donc, est-ce que les villes le font? Actuellement, ce soutien-là, non, parce qu'on pense vraiment à ferme urbaine, alimentation, surtout dans les villes actuellement, dans les programmes. Il y a une réflexion, je pense, qui est là et qui n'est pas encore en train de sortir. Je pense que toute l'idée à Paris, toute l'idée de l'économie circulaire, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'on va se rendre jusque-là? En général, malheureusement, en monde urbain, on a tendance à vouloir gérer toujours en gros. Donc, on se dit, on a beaucoup de matière organique, on va faire de la biométhanisation et on va envoyer ça dans les voitures. Et à Montréal, on a 2 usines de biométhanisation en construction. Et lorsqu'on dit, oui, mais le résidu qui va sortir, est-ce que ça reste toujours valorisable? Est-ce qu'on peut pouvoir l'utiliser en agriculture? Elle dit, on ne sait pas, on verra. Elle dit, oui, mais peut-être qu'on pourrait le réfléchir avant. Donc, je pense que c'est un élément à réfléchir sur comment on s'inscrit dans le métabolisme urbain et comment ça peut vraiment être utile à la ville. Et c'est là qu'est la pertinence de l'agriculture urbaine par rapport à l'agriculture périurbaine, parce que l'agriculture périurbaine ne peut pas rendre ce service-là à la ville. Donc, ça apporte, et bien entendu, ça va nourrir, mais ça va rester quand même, au bout du compte, relativement marginal par rapport à le reste de la production. Et comme j'ai mentionné avant, il faut faire des partenariats, des réseaux à développer. L'autre question, est-ce qu'il y a des nouveaux emplois, des nouveaux métiers? Je pense que c'est des nouvelles personnes qui vont dans des métiers qui existent déjà, donc ils apportent de l'innovation, mais ça reste des métiers. Un agriculteur est un agriculteur. Je pense agriculteur urbain ou agriculteur, on se rejoint. Bien entendu, ce n'est pas toujours les mêmes techniques, mais il y a des choses qui restent. Hein. C'est quand même des métiers qui sont très, très anciens. Peut-être les agriculteurs urbains vont arriver avec des innovations au niveau de la technologique, au niveau de la gestion de la ferme grâce à iPad ou autres tablettes, des programmes informatiques. Mais c'était déjà en branle au niveau des fermes de pouvoir gérer avec des programmes. En monde urbain, les gens sont beaucoup plus rapidement sur ça. Donc, ils vont apporter des choses, mais ça reste le même métier, simplement une variété du métier, je dirais, que des nouveaux métiers proprement dit, à l'exception de tout ce qui est jardin collectif communautaire. Là, c'est un nouveau métier qui s'est développé parce que c'est des travailleurs sociaux agricoles. Grosso modo, c'est un agriculteur qui fait du travail social. Le problème est souvent d'avoir les 2 compétences, d'ailleurs. Oui, c'est difficile de trouver les 2, mais ça finit par se trouver. Alors, je voudrais juste, avant peut-être de passer la parole à la salle, me retourner vers vous. Pardon. Allez-y, Emmanuel. Non, je voulais juste compléter justement le propos parce que c'est intéressant. En effet, on a tous été d'accord au départ de dire que le terme agriculture urbaine était celui qui était employé parce qu'en effet, il faisait consensus, mais qu'il posait question et on n'est pas forcément en effet sur le seul enjeu de nourrir la ville ou de nourrir le quartier ou un groupe de personnes. Et on le voit bien dans le questionnement que l'on a justement par exemple sur la ville-parc. C'est une thématique qui est totalement concomitante, inhérente aussi au questionnement sur les mobilités. Et sur les mobilités en ville. Et l'espace, on a beaucoup parlé des zones de chaleur, des zones imperméabilisées, de la pollution des sols. L'espace qui a été pris par la voiture et par les mobilités au sens large dans nos villes est aujourd'hui un espace qui est lui aussi en questionnement. Donc en même temps qu'on questionne l'espace, l'espace dédié au végétal, on questionne aussi l'espace dédié au déplacement. Et ça, c'est à l'échelle de stratégie dont vous parliez tout à l'heure, de cette stratégie territoriale. Ça veut dire qu'il y a aussi tout un enjeu sur le nouveau paysage de la rue, le nouveau paysage plutôt de l'espace public, où l'on passe peut-être moins et où on est plus stationnaire et où on peut aussi imaginer des activités de pépinières mobiles, de choses. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Alors on n'est pas dans des nouveaux métiers parce que ça reste le métier de jardinier, ça reste le métier d'agriculteur, mais peut-être dans des pratiques, dans des formes, sur des supports qui restent à inventer. Et notamment, on a quelques sujets d'expérimentation sur des sites qui sont aujourd'hui des sites pollués, qui peuvent être restaurés par le végétal
avant d'être ensuite réexploité par un autre type de végétal. Donc moi, ça me paraît assez intéressant aussi au niveau de nos métiers en amont, vraiment de s'intéresser aussi à cette concomitance végétale-mobilité, parce qu'il y a une vraie pertinence sur le support commun abandonné par l'un et recolonisé par l'autre. Oui, donc merci Emmanuel, avant de passer la parole à la salle, juste je voudrais rebondir sur ce que Eric a dit concernant le métabolisme urbain et en particulier les déchets organiques urbains qui sont en croissance et qui, en tout cas en Europe, vont devoir de plus en plus être valorisés, et notamment valorisés par certaines formes agricoles. Et donc finalement, Monsieur Chatelain, moi je voudrais vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui agite la profession agricole aujourd'hui, agricole et horticole? Est-ce que vous, par exemple, vous seriez prêt demain à prendre des déchets de cantine méthanisés ou des choses comme ça qui sont pas nouveaux en tant que déchets urbains, mais qui seraient en fait nouveaux en tant que possible fertilisant agricole? On pourrait, on n'a pas le temps, retracer l'histoire, par exemple, de l'utilisation agricole des boues de stations d'épuration, qui est une longue histoire, un peu conflictuelle, on va dire. Mais du coup, maintenant qu'arrive effectivement de plus en plus cette demande de fait faite à l'agriculture d'absorber une partie des déchets organiques urbains nouveaux, déchets de cantine, de digestion, de méthanisation, comment vous voyez ça? La gestion des déchets doit être bien séparée. On parlait des stations de d'épuration. Il y a HR où on a mis des maraîchers dessus et on s'est aperçu que c'était impropre à la consommation humaine et animale aussi. Donc là-dessus, nous, on n'est pas du tout pour ça, en fait. Par contre, du déchet cantine trié, parce qu'en fait, à un moment, effectivement, ce que disait Eric, il faut que ça soit quand même, ou même du déchet vert, en fait. On le travaille déjà, ça, le déchet vert. Ça, on est d'accord pour l'intégrer. On peut l'intégrer dans les productions pleine terre. Après, le côté hors sol, il faut que ça soit stabilisé, en fait. Il y a une des problématiques, c'est la stabilisation et pas la libération très rapide compte tenu de problématiques d'indicateurs climatiques, trop chaud, trop d'humidité pour de la libération. Mais ça peut s'inscrire dans la phytoremédiation aussi, parce qu'on utilise aussi des bactéries grâce à du substrat pour dépolluer en fait les sols ou à apporter en tous les cas de l'énergie pour des plantes. Ouais. Merci. Donc on va passer peut-être à un quart d'heure, 20 minutes d'échange avec la salle. Excusez-moi, je verrais ça plus intégré à l'entreprise. Il y a une belle image là sur Philadelphie en tous les cas, sur une jardinerie qui faisait du compost, etc. Et je pense que l'agriculture urbaine ou l'horticulteur urbain ou le pépiniériste urbain intégré à une vente aux particuliers doit intégrer ce service de compostage ou de méthanisation intégré dans la production. En fait, ce que disait Pierre, effectivement, tout le monde travaille très segmenté et très en spécialité. Moi, j'aime bien toujours travailler en transversal. Et effectivement, il faut rajouter toutes ces pièces du puzzle dans une même structure. En fait, on ne peut plus travailler l'horticulteur qui va consommer de l'énergie gaz. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, avec les demandes environnementales qu'on va avoir et la pression que vont avoir les restaurateurs, parce qu'il y a une loi cantine sur les déchets cantines, ça commence, je crois, à partir de 500 couverts et à terme, ça arrive jusqu'à 20 couverts. Donc, la moindre restaurateur de plus de 20 couverts va devoir gérer quand même les déchets cantines, ce qui représente un volume phénoménal, en passant par là. Donc là, l'horticulteur ou le pépiniériste local, urbain, effectivement, pourra travailler avec une usine de méthanisation, faire de la méthanisation, ce que je veux dire, indoor, et chauffer ces structures, et quitte à le revendre et à le partager. Et effectivement, il y a un lien social, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur le fait de pouvoir laisser en transparence son entreprise et faire visiter aussi, accessibilité aux particuliers dans nos entreprises. Et là, ça rentre en compte la législation au niveau des traitements, donc d'être de moins en moins sur du traitement. Parce que j'ai fait un colloque sur Sèvres-the-Buis où il y avait un parc anglais qui traitait le matin à 7h du matin et qui ouvrait les portes aux visiteurs à 9h. Bon, la ville de Paris, il y avait une responsable ville de Paris, je crois qu'elle avait failli faire une crise cardiaque ce jour-là,
parce que y avait pas on a un délai de rentrée en France qui est de 24 heures ou de 48 heures. Donc vous imaginez, là c'était 2 heures hein, pour le même produit. Donc ça pose aussi ça comme souci. Et effectivement, il faut qu'on soit en lien, mais ça nécessite aussi des entreprises qui soient formées, parce qu'on parle de jeunes. Moi, je vais parler des un peu moins jeunes, parce que ça y est, j'ai passé 40 ans. Youpi, le pauvre, merci. Mais je pense que ça aussi nécessite une formation de nous, les chefs d'entreprise, ou de tous âges et de bonne volonté qui veulent partir sur cette démarche-là. Et là, ça rejoint aussi la capacité aussi de l'interprofession de pouvoir emmener ces producteurs-là, et via la Rexor, parce que Astrodor, en tous les cas, de pouvoir nous emmener sur ces projets-là. Parce qu'effectivement, si on regarde agriculture urbaine, on peut se demander qu'est-ce que fait Astrodor là, aujourd'hui. Parce qu'on va parler là, on a parlé que des fraises, des légumes et tout ça. Mais effectivement, on pourrait le voir comme ça, mais il ne faut pas du tout le regarder comme ça. En fait, c'est un moyen de se transformer et de muter, en fait, et d'évoluer, et de toute façon, de travailler plus en collaboratif, ou en tous les cas, avec toutes ces pièces du puzzle qui sont le producteur, la recherche, le distributeur, la logistique, parce qu'on a parlé de ça, et du déchet. Merci. Donc, des questions dans la salle. Il y en a deux là-haut. Il y en a plein. On va déjà prendre les deux là-haut. En haut. Pardon. Bonjour, merci. Je m'appelle Alexandre Lefebvre, je suis assistant de recherche à Jean Blou Agrobiotech en Belgique. Et donc j'ai une petite remarque et une question. Donc déjà pour les nouveaux métiers, donc ça c'est ma remarque, nouveaux métiers et formations. Mais chez nous il y a des nouveaux métiers, il y a des formations interdisciplinaires. C'est assez récent, mais ça existe et ça devrait arriver chez vous dans pas longtemps, je suppose. On a notamment un métier qui existe aussi chez vous, un nouveau métier, c'est tout ce qui est consultance en agriculture urbaine, des techniciens, des architectes, des bio-ingénieurs deviennent de véritables consultants pour justement passer d'un projet très architectural et très imaginé, utopiste, à quelque chose qui va vraiment fonctionner sur tous les plans techniques, sociaux, etc. Donc ça existe. Donc, moi, j'appartiens au centre de conseil en agriculture urbaine de Jean Blou, donc c'est mon nouveau métier. Et les nouvelles formations, elles existent aussi. Donc on a un certificat en agriculture urbaine à Jean Blou, qui est un certificat universitaire avec des crédits ECTS comme on a partout dans les universités en France et en Europe, et qui est en horaire décalé justement pour permettre à toutes les disciplines déjà diplômés, architectes, urbanistes, bio-ingénieurs, de suivre cette formation. Mais il y a aussi un petit angle mort qui est dans la formation. Il y a des formations qui existent aussi pour les techniciens à Bruxelles, où la formation risque de perdre son subside cette année, même si elle a déjà plus de 6 ans, du fait que les nouveaux métiers ils suivent pas tellement, et que du coup, quand on analyse les gens qui suivent ces formations subventionnées ce coup-ci, quand on analyse le nombre de débouchés, on se trouve que c'est très faible et qu'au final, les gens développent peu de projets entrepreneuriaux ou ne trouvent pas tout simplement d'emploi dans ce domaine-là. Et donc, ils ont tendance à couper dans ce genre de formation. Donc voilà, ça c'était ma petite remarque pour formation et nouveaux métiers. Et je vais essayer de faire court. Ma question pour les intervenants, c'est surtout pour M. Chatelain et les agriculteurs en général. C'est dans un contexte global, où on a montré encore des chiffres aujourd'hui, 80% des habitants en 2050 en Europe habiteront en ville. Chez nous en Belgique, on est passé les 90%, donc c'est pas une utopie, enfin c'est pas un chiffre lancé comme ça de l'ONU, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y aura beaucoup d'habitants en ville, chez nous c'est déjà le cas. Et dans un contexte aussi démographique important, plus de 9 milliards en 2050 d'habitants à l'échelle du monde. Comment protéger les terres agricoles? Est-ce qu'il y a des outils que vous pensez être les bons? Et moi, je suis favorable, évidemment, vu que c'est mon métier, au développement de l'agriculture urbaine. C'est une très bonne idée de dire la ville va grandir sur votre terrain, donc on va essayer d'introduire l'agriculture urbaine dedans. Mais je pense qu'à un moment, ça va atteindre ses limites, ce genre de système. Donc, c'est penser aussi à l'échelle plus long terme. Développer l'agriculture urbaine, c'est bien, mais conserver des espaces
pour l'agriculture dans ce contexte mondial? Est-ce que voilà, il y a des outils, il y a des réflexions et des choses qui se passent, qui se mettent en place? Alors, on va essayer d'apporter une co-réponse avec Thierry. Clairement, le foncier n'est pas assez cher. En fait, c'est la plus-value que font un aménageur sur des terres vierges, hein, faut l'appeler comme ça, pour un aménageur qui a du blé, des arbres ou ce que vous voulez, il n'y a rien, quoi. La plus-value est tellement profitable, ils n'ont pas d'intérêt à chercher de requalifier des zones industrielles en friche. En fait, nous, tout autour de Roissy, en fait, moi, ma pépinière et mon blé, mes betteraves, voient la Tour Eiffel. Donc, pour vous dire, on est la 2-3 dernières fermes avant la ville, en fait. Hein. Donc, on voit, on est à 1 kilomètre de la ville, de métropole, hein, de la métropole parisienne. Donc, clairement, c'est que la terre n'est pas assez chère, on n'est pas assez protégé, hein, très, très clairement aussi. Et on subit plutôt qu'on propose des solutions alternatives. En fait, je n'ai pas de réponse très constructive là-dessus. On a essayé de trouver des vers de terre introuvables, qu'il n'y en avait que sur notre territoire. On a essayé de trouver la bactérie exceptionnelle. Non, mais on a été jusque-là. Hein. Mais on n'a pas trouvé de quoi se défendre. Très clairement, le paysan, nous sommes très vulnérables sur ça. Il peut avoir, comme au plateau de Saclay, des emprises avec la SAFER, mais au bout d'un moment, elle s'arrête, puisque dans le projet du Grand Paris, il y a des terres qui étaient bloquées pour X années, ont été débloquées. Voilà. Oui, pour répondre à la question, d'abord, vous suggérez finalement un débat entre la ville métabolique ou la ville boulimique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qui a frappé dans certains exemples, par exemple au Japon, c'est que finalement, la ville est si grande, avec des surfaces si inutiles, qu'on peut arriver même à recultiver à l'intérieur du bureau. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de programmation de la ville, qui se croyait plus grosse que le bœuf, et qui, à un moment, va retrouver une conscience, effectivement, de la nécessité de la limite de son projet. Donc, et donc, du coup, face à cette dérive d'une ville qui, effectivement, voudrait être la plus grande pour être la plus belle, on a, effectivement, face à ça, cette consommation effrénée des terres. Et donc je voulais reprendre peut-être l'exemple du triangle vert dont j'ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, puisque vous allez le visiter demain. Donc le triangle vert, effectivement, donc 3 mandats, 15 ans d'existence maintenant. On l'a inventé, je l'ai présidé, et il nous sert maintenant en tout cas de faire valoir véritablement pour démontrer qu'on peut changer le cours des choses et qu'y compris dans l'approche périphérie parisienne, on peut effectivement être maître de son projet. Ça passe bien sûr par la maîtrise du foncier, ou en tout cas la pérennisation de la destination agricole des sols, et ensuite par la remise en discussion des acteurs. Donc voilà, on a les réponses existent, mais de mon point de vue, c'est pour ça que je pense que nos métiers sont éminemment politiques, c'est que il n'y aura pas de changement sans engagement. Il n'y aura pas de changement sans engagement et sans projet et sans redéfinition d'un projet auquel chacun adhère et donc qui puisse effectivement partager une vision commune. Aujourd'hui, bien sûr, les enseignements sont assez séparés, mais déjà, si le point de vue est convergent, on a des chances d'y arriver ensemble. Donc on peut imaginer qu'avec des porosités et avec un point de vue commun, on pourra arriver à faire évoluer les choses. Donc, juste un petit complément sur ça, parce que précisément, il se trouve qu'on a mis en place, nous aussi, à Paris, une formation spécialisée, mais de fait pluridisciplinaire sur l'agriculture urbaine, sur la végétalisation en ville et l'agriculture urbaine, qu'on est en lien d'ailleurs avec Gijalki à Jean-Blou, et que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, notamment auprès de AgroCampus Ouest, qui maintenant va faire aussi sa propre formation en lien avec nous. Juste un petit point que Emmanuel a évoqué tout à l'heure et que vous avez repris aussi. Ce qui manque aujourd'hui, c'est certes des personnes qui peuvent concevoir des projets d'agriculture urbaine et leur insertion dans la ville. C'est ce qu'on essaye de former comme compétences. Mais il manque aussi, je dirais, des niveaux techniciens supérieurs, des personnes qui sont en mesure de faire marcher les choses. Et aujourd'hui, les projets d'agriculture urbaine qu'on a en particulier en région parisienne sont très demandeuses et ne trouvent pas sur le marché suffisamment de personnes ayant ces compétences opérationnelles. Et on se réjouit que, en tout cas en Ile-de-France, l'école du Breuil, qui dépend de la ville de Paris, mette en place, avec notre soutien tout à fait enthousiaste, une formation à ce niveau, Bac+2, on va dire Bac+2,
pour que des personnes soient vraiment en mesure de prendre en charge soit des chefs de culture, soient en mesure de prendre en charge des projets concrets. Ce n'est pas toujours le cas quand on passe au niveau supérieur en termes de nombre d'années d'études. Oui, je voulais revenir sur cette question donc, de la maîtrise foncière, maîtrise des terres, et donc du projet agricole, et donc cette idée du triangle vert. D'abord, on a toujours un débat, savoir si effectivement, et Eric en a reparlé tout à l'heure, si cette agriculture, nos agricultures sont urbaines ou périurbaines. On a eu longtemps des débats avec Serge Bonnefoy, qui sera présent cet après-midi. Moi, je suis un fervent partisan de l'idée que nos agricultures sont urbaines. C'est-à-dire que dès qu'on les considère comme périurbaines, on les considère comme périphériques de la question urbaine, périphériques du territoire de la ville, et donc consécutives et soumises au choix de la ville. Dès lors, et c'est ce qu'on a fait donc au Triangle Vert, et j'y reviens, donc, on a réinventé une échelle de territoire qui est une échelle urbaine, qui inclut 5 communes ensemble, et qui du coup installe le territoire qui les rassemble, le territoire agricole, et la question qui les réunit, l'avenir de l'agriculture. D'un seul coup, effectivement, cette question agricole qui était périphérique et consécutive de choix de chaque commune devient centrale de leurs questions communes, de ce qui les réunit et de leurs projets et de leur territoire. Et donc cette agriculture devient urbaine parce qu'elle devient déterminante de la ville. Donc on est finalement dans une situation où on peut être soit dans une agriculture qui est consécutive et périphérique de la question urbaine, soit au contraire qui est responsable et déterminante de l'avenir de la ville. Et je pense que l'agriculture doit être urbaine dans ce sens qu'elle a effectivement... Elle offre une chance à la ville de l'aider à réinventer son projet. Donc finalement, le triangle vert, la première étape qui a été... Parce que j'en reviens, donc, pour sauver les terres, il faut qu'il y ait un projet, qui soit un projet politique, qui soit partagé par les citoyens et les acteurs, et qui fasse qu'à un moment, le statut de ce territoire et de ce projet soit à ce point ancré dans le mode de vie des habitants, qu'il puisse plus être remis en cause ensuite par le changement de gouvernement. Donc cette question, effectivement, de la définition du projet est essentielle. Donc ça passe par d'abord considérer la campagne. C'est-à-dire le début du projet, c'est considérer la campagne oblige la ville à l'excellence. C'est-à-dire tant qu'on considérait que la campagne ne valait rien, qu'on pouvait faire n'importe quoi au motif que c'était mieux que rien, on produisait ce n'importe quoi qui est l'étalement urbain. À partir du moment où on dit que cette campagne existe, que c'est une culture, que c'est une tradition, que c'est une valeur qui a toujours existé et qui n'est pas contradictoire avec la vie de la ville, on reconsidère cette question de la campagne et du coup, on réinterroge la question de la ville. Je voudrais qu'on puisse quand même prendre une ou deux questions en plus parce que le temps passe. Il y avait une personne là-haut. Oui. Est-ce que le micro peut se promener jusqu'à là-haut? Et bien, la personne là-haut avait levé les... Voilà, il y en a une personne ici, mais il y a une autre personne là-bas qui avait demandé la parole dès le début. Bon, ok, allez-y, puis après l'autre personne, et je crains qu'après... Bonjour, je vais faire très vite alors. On est nombreux à vouloir vous parler. Marie Pagnès de l'association Vergers Urbains. Nous portons depuis quelques années déjà des projets de micro-projets dans la ville de Paris, notamment, en Île-de-France plus largement, de végétalisation comestible et notamment d'arbres fruitiers. Alors, nous sommes des clients de M. Châtelain, qui ne le sait peut-être pas. Et certains de ces arbres sont aujourd'hui plantés dans Paris, parfois dans des bacs sur des espaces qui sont très minéraux. Et nous travaillons toujours en collaboration avec des habitants qui sont au cœur de la construction des projets. Alors je voulais aussi rebondir sur l'histoire de la formation des architectes, des urbanistes, des paysagistes sur l'agriculture urbaine. Notre association travaille très souvent avec ces métiers pour construire des projets d'agriculture urbaine. Donc en fait, je pense qu'il y a toute une dynamique de formation qui est un petit peu comme ça, une nébuleuse, parce qu'elle ne passe pas forcément par les organismes de formation à proprement parler, mais qui existe et qui permet, en tout cas, à des acteurs justement qui ont d'habitude des langages différents, de réfléchir et de travailler ensemble. Et peut-être que le langage commun au métier se crée au travers d'un travail concret sur des projets qui ne sont plus non plus dans le cadre des études, puisque l'objectif, c'est de développer des unités d'agriculture urbaine. Merci pour ce témoignage. Donc, il y a une personne là-haut qui voulait intervenir. Voilà. Encore une personne là, puis après, je crois qu'on va être obligé d'arrêter pour des questions de timing. Merci.
Éric Dargent, je suis fondateur de l'entreprise Refarmers. En particulier, on diffuse la technologie ZipGrow, que vous avez pu voir sur le pavillon américain, là, sur les photos, ou dans les containers Freight Farms ou Agricool. Moi, j'ai une question sur l'innovation, parce que c'est quand même une question sous-jacente de toutes ces nouvelles pratiques, et en particulier l'accompagnement institutionnel. Moi, quand j'ai démarré l'entreprise, je suis allé voir les structures d'accompagnement à l'innovation classique. Du côté innovation, on m'a dit, mais vous faites de l'agriculture, c'est pas vraiment technologique ce que vous faites, pourtant vous avez des choses techniques. Et quand on est allé voir l'agriculture, on nous a dit, mais vous êtes la ville, vous n'êtes pas l'agriculture. Alors, on a la chance d'être tombé finalement sur l'Astre d'Or via la station Rateau, qui expérimente et teste les colonnes ZipGrow. Mais en même temps, le Rateau a du mal à faire financer ses projets, en particulier par France Agrimaire, par exemple. Donc j'ai vraiment la question de quelles institutions, quels programmes pour aider les entreprises, enfin tous les acteurs, puisque on est des métiers, on n'a pas forcément des marges d'innovation, on ne dégage pas forcément des profits qui permettent de soutenir des programmes d'innovation. Et je pense qu'il y a un rôle vraiment pour les institutions. Juste tout à fait d'accord. C'est aussi l'inconvénient d'être pionnier, Eric. Hein, c'est que de temps en temps, là, on essuie les plâtres, concrètement. C'est peut-être une question pour Astredor, en fait. Hein, évidemment, quelle est la façon dont l'innovation peut être soutenue par un institut technique? C'est quand même une des façons importantes de les faire reconnaître, notamment par les institutions agricoles et para-agricoles. Voilà, donc bonjour à tous. Donc Régis Triolet, le ministère de l'Agriculture, pour la direction de l'enseignement et de la recherche. Petite remarque, il aurait peut-être été intéressant au niveau de la table ronde d'avoir un enseignant du technique pour qu'on puisse notamment évoquer l'angle mort qui a été mis en avant tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent dans l'enseignement technique. En quelques mots, l'interface entre le sup et le technique, il est en cours. Il y a des choses qui sont innovantes. Et à titre d'exemple, il y a une journée scientifique et technique qui est programmée le 10 mars. Elle va se faire avec comme objectif, c'est réfléchir ensemble sur les systèmes de culture innovants en fruits et légumes, arboriculture, viticulture et permaculture. Et elle va avoir lieu avec les enseignants techniques et les enseignants du sup au cœur du potager du roi à Versailles. Donc vous voyez, il y a déjà une dynamique là, de concertation qui s'installe. La culture commune, elle doit s'installer au sein de l'outil de formation et en partenariat avec nos collaborateurs du monde professionnel, de la production horticole plurielle. Alors j'insiste bien sur la notion d'horticulture plurielle. Horticulture, l'origine latine, hortus, c'est jardin. Donc on est tous d'accord, on est autour de la réflexion sur comment jardiner et emmener dans nos villes des espaces de vie communs, d'appui à l'animation sociale. Et je pense que la dynamique est en cours, et maintenant, c'est le faire ensemble. Hein. Voilà, merci. Thierry, attire vers le manger. Bon, une dernière question, parce qu'on vient d'ouvrir le rideau qui donne sur la zone de repas. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé de l'agriculture urbaine dans nos pays, les pays du Nord, au Québec, en Belgique, etc. Je voulais peut-être aborder aussi, si ce n'est pas hors sujet en tout cas, le fait que l'agriculture urbaine concerne aussi d'autres territoires. Et des territoires, par exemple, dans des grandes mégalopoles d'Amérique du Sud, où se retrouvent beaucoup de paysans qui ont perdu leurs terres, et qui se retrouvent en ville et qui essaient de développer aujourd'hui, pour des raisons d'approvisionnement en nourriture de ces villes, d'une part, ce qui n'était pas le cas pour ce qui est évoqué ici, et d'autre part aussi pour développer des activités rémunératrices, et on appelle ça aussi agriculture urbaine. Et bon, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse à ça, ou si ce n'est pas du tout l'objet, effectivement, de notre colloque d'aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire qu'on avait pris le parti... je continue, je te passerai la parole. On avait pris le parti de se concentrer sur les pays industrialisés de façon... Bon, mais il est très clair que non seulement ça existe aussi, mais ça existe d'abord dans les pays du Sud.
Et pour ma part, par exemple, je travaille avec notamment la région Île-de-France et la ville d'Antananarive, à Madagascar, sur le développement de formes d'agriculture intra-urbaine chez les populations vulnérables. Donc en gros, on colle des sacs de riz, différents types de supports qui sont susceptibles de faire pousser de la nourriture, parce que là, il s'agit vraiment d'un problème majeur. Et au passage, on voit d'ailleurs les gens mettre aussi de l'horticulture, parce qu'ils ont aussi envie d'avoir accès à du beau. Donc en soi, c'est un champ tellement vaste qu'on s'est dit, on ne va peut-être pas tout aborder en même temps, mais enfin, sachez qu'il y a notamment au niveau de l'enseignement et de la recherche des projets qui sont en collaboration avec des pays du Sud. Je pense qu'on pourrait facilement dire l'agriculture est très variable. On a parlé un peu de Tokyo tout à l'heure, le Japon ou la Chine. Ils ont toute une autre vision aussi. Quand on parle d'agriculture urbaine, ils disent non, c'est de l'agriculture. Parce que l'agriculture urbaine au Japon, à Tokyo, a toujours été présente depuis l'époque Edo. Ça fait des centaines et des centaines d'années que c'est présent. En Afrique, Dakar, 80% de la production maraîchère est faite en monde urbain. Kinshasa, c'est la même chose. À Havane, c'est la même chose. Donc, il y a des réalités ailleurs qui existent et qui sont très bien développées. Et c'est des filières très, très bien mises en place avec un système financier derrière. Parce qu'en fin de compte, c'est souvent des villes qui n'ont pas d'autre choix que se nourrir en monde urbain. Kinshasa, vous savez, République démocratique du Congo, c'est un peu la guerre civile. Encore, mais qu'on n'en parle pas. Donc, les aliments ne peuvent pas partir de très loin et arriver en ville. Donc, la production se fait au niveau local. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces systèmes-là, de voir comment ils fonctionnent et on peut en reproduire certains dans nos propres systèmes. On dit agriculture urbaine, grosso modo, c'est de l'agriculture et en ville. Ça reste, et pour ça que moi, je tiens énormément à ce terme d'agriculture urbaine. Je ne veux pas que ce soit horticulture urbaine parce que pour moi, c'est de l'agriculture comme on l'entend de fermier, mais qui est faite en ville. Bien entendu, actuellement, c'est beaucoup des petits micro-projets et ce n'est pas souvent financé, mais il y a quand même cette idée-là derrière. On va peut-être mettre un terme. On aura encore beaucoup de temps à passer. Hein. Christine. Oui, Thierry, excuse-moi. Si tu veux bien, t'en prie. Très rapidement, je voudrais quand même répondre à la question qui a été posée, qui concerne l'innovation, pour dire qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de compétences qui existent dans les instituts techniques. Il y en existe à Astrodor, il y en a également au CTIFL, il y en a d'autres à l'ITAVI. Et donc, on a en réserve dans nos cartons beaucoup d'éléments techniques, de références techniques qui nous permettent d'apporter des réponses à des porteurs d'agriculture urbaine. C'est le premier point. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est en train de se concerter entre les différents instituts techniques dans le cadre de l'ACTA, avec l'INRA, avec les chambres d'agriculture, pour essayer de renforcer ce côté institutionnel et d'obtenir justement des apports complémentaires et régler ces problèmes de déficit de financement qui étaient évoqués. Donc il y a cette démarche collective qu'on est en train de mettre en place. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent, notamment dans le cadre de France Agrimer, il y a les dispositifs PIA, qui permettent à des porteurs de projets de présenter des projets en association avec des instituts techniques ou des instituts de recherche pour justement obtenir des financements dans ces accompagnements. Merci, oui, pour ces précisions tout à fait importantes. Je crois qu'on va donc clore là cette table ronde. Encore une fois, on aurait certainement eu besoin, comme souvent, de plus de temps. Et je crois que vous êtes attendus à côté.